Salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, un petit unboxing différent d'habitude. On ne va pas déballer de l'outillage. Aujourd'hui, on va déballer une arme. Alors, cette arme, elle est là. Ça fait longtemps que je fais plus de tir à longue distance. Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce qu'il n'y a pas de stand de tir ici. Le seul qui est un tir assez loin est situé sur Vitrolles à 200 mètres. Mais c'est prêt à craquer, donc lorsqu'on veut tirer, c'est rapidement l'enfer. Voilà. Là où j'allais tirer habituellement, on peut tirer uniquement à 100 mètres. Donc 100 mètres, au bout de 5 minutes, on en a vite marre, c'est pas rigolo du tout. Et là où je vais tirer au revolver, ben il n'y a pas de tir longue distance, donc on peut tirer uniquement à la 22 ou éventuellement avec d'autres armes de petit calibre. Voilà, puisque ça ne sert à rien d'avoir un calibre 308 pour tirer à 50 mètres, franchement c'est ridicule. Et puis après, encore faut-il que le stand puisse absorber ce genre de munitions. Voilà, parce que pour ceux qui ne tirent pas, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines munitions ne sont pas acceptées dans certains stands. Voilà, on ne peut pas tirer au lance-roquettes de partout, si tant est que vous puissiez en acheter un. Alors j'ai décidé un petit peu sur un coup de tête, puisque j'ai déjà une CZ22, une 455, si vous suivez ma chaîne, avec laquelle ça fait un petit moment d'ailleurs que je n'ai pas tiré, il faudrait que je m'y remette. J'ai choisi de passer sur une carabine PCP, donc une carabine à plomb. Alors, en consultant un petit peu les modèles et les différentes présentations qu'il y a déjà sur YouTube, qui sont relativement faibles en français, j'étais parti sur la Walter Reign. Alors une version en 60 joules, mais cette arme est en rupture de stock chez tous les armuriers, et lorsque vous téléphonez pour savoir à quel moment il va avoir du réassort, eh bien, il n'y en a pas. Enfin, pas pour le moment, du moins, ils ne sont pas capables de vous donner une réponse. Donc je me suis orienté vers une arme différente, puisque j'avais quand même certains critères. Alors pour ceux qui vont me poser la question en ce qui concerne la puissance de l'arme en joules, si vous êtes titulaire d'un permis de chasser ou d'une licence de tir comme moi, vous pouvez acheter toutes les armes supérieures à 20 joules. C'est-à-dire que ce sont des armes qui sont classées en catégorie C, quel que soit le calibre. Si vous n'avez aucune licence ni aucun permis de chasse, vous pouvez acheter uniquement des armes inférieures à 20 joules, mais en ayant plus de 18 ans. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait en compulsant un petit peu de partout, et puis surtout en regardant les stocks et les prix chez les uns et chez les autres, parce que ça commence à être relativement compliqué d'acheter quelque chose en France maintenant, vu le manque de stock. On se demande si c'est volontaire ou non. Moi, je pense que c'est volontaire qu'il manque du stock, mais bon, c'est comme ça. Je me suis tourné vers la marque américaine FX Airgun, puisque ça semble être la référence à l'heure actuelle dans les armes PCP. Je parle de calibres normaux, hein, ne parlons pas des armes qui vont jusqu'à 1000 joules, bien sûr il y en a, mais moi ça ne m'intéresse pas dans le principe, puisque le principe d'acheter une arme comme celle-là, donc celle-là qui est en calibre 5,5 ou 22, c'est une arme qui est très silencieuse, donc vous pouvez tirer, si votre jardin vous le permet, dans votre jardin, ou à un stand de tir au 25 ou 50 mètres en fonction de la distance de votre stand. En ce qui concerne alors ce petit point tiré dans son jardin, encore une fois, je vais vous rappeler la législation. Effectivement, vous avez le droit de tirer dans votre jardin. Maintenant, il faut séparer la loi de vos relations de voisinage. Les voisins, à partir du moment où ils vous voient tirer dans votre jardin, ça peut porter à confusion et générer des problèmes. Donc à vous de voir si vous voulez respecter la loi ou si vous voulez des problèmes avec vos voisins. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec mes voisins. Donc, voilà, maintenant je peux effectivement tirer dans mon jardin avec cette arme, vu le silence qu'elle représente et vu la distance que j'ai pour tirer, sans prendre de risque pour personne. Mais l'idéal est d'aller à un stand de tir, au moins vous êtes tranquille. Sur cette arme, je ne pourrais pas vous faire de démonstration parce qu'encore une fois, vu les stocks disponibles, je l'ai trouvé sur un armurier parisien. C'est une arme qui est assez chère parce que justement, même dans la marque FX, il y a beaucoup de ruptures de stock, notamment sur les armes à prix inférieur, voilà, puisque la qualité reste celle de FX. Mais moi, je voulais une arme qui réponde à plusieurs critères. Déjà, je voulais un bullpup, parce que j'aime l'esthétique du bullpup. Je voulais une arme assez puissante,
Et je voulais également une arme très précise, donc une version sniper, c'est-à-dire avec un canon un petit peu plus long. Donc je me suis tourné vers cette arme-là. Il s'agit, alors, description du fabricant sur le carton, je vous la donne immédiatement. Alors, c'est la Wildcat M43 22 EXP synthétique sniper. Voilà. Donc, c'est la version sniper de la Wildcat. C'est la MK3, donc 3e génération. Hein. Donc, c'est une arme qui fait 68 joules. Je vais vous lire le descriptif. Alors vous le trouverez sur internet hein, sans souci sur le site des armuriers. Hein. Donc c'est une arme PCP à répartition manuelle qui est vendue en 3 calibres, 5,5, 6,35 et 7,62. Donc moi j'ai choisi le 5,5 pour nos premières armes PCP, tout simplement parce que ça semble être le calibre le plus vendu et celui qui offre le plus de choix au niveau des plombs. Voilà. Si tant est que vous ayez envie de changer de plomb tous les 4 matins, je vois pas trop l'intérêt, hein. Ça c'est comme les balles sur un fusil classique. Lorsque vous êtes habitué à une munition, moi par exemple en catégorie B, je préfère les Cellier Bello. Et lorsque je tirais à longue distance, j'aimais les 7,62 NATO qui sont les balles militaires vendues au public, qui en plus ne coûtent pas cher et sont ultra précises. Donc cette arme a un canon de 700 mm, le chargeur fait 18 coups, elle est donc en joules à 68 joules. Pour la version 635, elle est à 95 joules. Et pour la version 762, elle est à 115 joules. Alors, le fait que l'arme soit plus puissante est effectif puisqu'elle tire des munitions plus grosses. Donc, vous n'aurez pas forcément un meilleur rendement en prenant la plus grosse munition avec la plus grosse arme. Ce que, contrairement, tout le monde croit. Hein. C'est pas une réalité. Des fois, des armes plus petites et moins puissantes sont plus performantes et plus précises que des armes de gros calibre. À vous de faire votre choix au niveau des munitions et du prix des munitions, puisque là, les plombs sont quand même relativement chers. Il faut compter entre 15 et 20 euros pour une boîte de plomb, ce qui est quand même pas donné, mais bon, pour une boîte qui contient 500 plombs, c'est jouable. Voilà. Maintenant, ça représente un petit budget par rapport aux anciennes carabines à plomb. Moi, j'ai toujours ma Diana 35 en 4,5 que j'ai eu à l'âge de 14 ans. Bon, je ne l'utilise plus à l'heure actuelle, mais par contre, les plombs en 4,5 premier prix ne coûte vraiment pas cher, quoi. Voilà. Donc elle est sous une pression de 230 bars avec un volume de 300 cc dans le réservoir. L'autonomie est de 90 coups en 5,5, 55 coups en 6,35 et 35 coups en 7,62. Alors ça c'est très important parce que si vous achetez une arme de très gros calibre, au plus le calibre est gros, au plus la pression est importante. Donc si vous tirez 35 plombs, 35 plombs avec une arme en 7,62, ça signifie qu'il faut la recharger. Donc soit vous avez ce qu'il faut pour la recharger, il faut donc vous équiper de bouteilles supplémentaires, vous équiper d'un compresseur, vous équiper de beaucoup de choses pour pouvoir tirer longtemps sur un stand. Alors que le calibre, en étant plus petit, il vous permet de tirer beaucoup plus longtemps sans recharger l'arme, ce qui est important. Donc c'est à vous de prendre ça en considération. Moi c'est pour ça que j'ai pris du calibre 5,5 parce que déjà tirer 90 coups sur une arme avec un seul réservoir c'est pas mal. En y ajoutant une petite bouteille supplémentaire comme je vais le faire plus tard, ça va permettre de tirer 150 à 180 coups sur une demi-journée, ce qui est quand même pas mal, quoi, hein. Si vous êtes là défouraillé, vous n'allez pas faire grand chose ni de tir de précision. Voilà, donc la crosse est synthétique, la détente est réglable et elle est pourvue du canon chez FX Smooth Twist X Superior Liner, je sais pas. Bon, je suppose que c'est un canon de très bonne qualité. Voilà, et elle est pourvue également d'un filetage qui permet de rajouter un silencieux si vous ne la trouvez pas suffisamment silencieuse. Le poids est de 3 kg et l'origine c'est suédois. Alors c'est suédois mais c'est une arme qui est vendue principalement aux États-Unis parce que vous apercevrez qu'aux États-Unis ils ont beaucoup plus de modèles qu'on a nous en France. Voilà, des modèles qui sont vendus chez eux, même pas chez nous, ce qui est toujours pareil, quoi. Made in USA. Voilà. Alors on va passer au déballage. Donc elle est livrée dans ce carton hein, qui est d'origine. Cette arme a également l'avantage d'être livrée dans une mallette, ce qui est pas mal du tout parce que ça permet
d'avoir une mallette de transport, hein, plutôt que d'en acheter une. Ah, c'est vachement bien emballé. Hop là. Alors je vais la découvrir avec vous, hein. Je ne connais pas du tout cette arme, ni le principe de tir PCP. C'est pour ça que je ne me suis pas affolé à acheter beaucoup de choses, parce que même au niveau des unboxings, franchement je n'ai rien trouvé sur cette arme, même pas au niveau américain, c'est-à-dire que les gens ouvrent la mallette, ils vous font voir l'arme et puis il ne faut pas voir ce qu'il y a d'autre avec, donc c'est un peu nul. Et vous allez voir qu'il y a un élément qui est très important. Eh bien, ça résiste. Voilà. Donc, dans quel sens c'est la mallette? Alors la mallette déjà semble de bonne qualité. Donc elle est siglée FX Airgun. Voilà. Avec 1, 2, 3, 4 points de verrouillage. Et franchement, c'est de la très bonne qualité, quoi. Enfin, à vue d'œil sans l'avoir encore ouvert. Oh. Allez, on va passer de l'autre côté. Je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous y voyez mieux. Hop là. Dans cette enveloppe. Alors, caractéristiques de l'arme déclarée. Donc, vous savez que les armes passent forcément en déclaration. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est l'armurier qui a mis cette enveloppe à l'intérieur. Hein. Putain, d'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait parce que, franchement, c'est balèze. Hein. Il a réemballé nickel. Hein. Ici, vous avez la notice. Je vais bouger un petit peu là. Hop là, car je ne vois pas ce que je fais. Donc la notice, qui est en anglais uniquement. Bon, ben, ça va faire un petit peu de lecture le soir. Voilà. Alors, cette arme elle est livrée. C'est cette partie-là qui est intéressante parce que personne ne l'a fait voir. Hop là. Alors, elle est livrée avec un chargeur. Chargeur de 18 coups, hein, tel que marqué. Alors, je vais regarder comment il fonctionne. On tourne. Je ne sais pas si c'est tourné. D'accord. On ouvre. Et on met les plombs. Donc a priori à la main il faut le faire tourner avant de mettre les plombs. Parce que c'est un ressort. Vous voyez, donc il faut prendre le coup. Une fois que vous arrivez en butée, vous mettez le premier plomb ici et ça va bloquer le mécanisme. Vous mettez les autres et puis après au fur et à mesure que ça tire, ça va se décharger. Là, une fois que c'est fait, vous refermez. Et un quart. Bon, c'est neuf, ça se manœuvre très bien, c'est du plastique, mais de bonne qualité. Et ce qui est important, alors c'est ça, ce petit embout donc, qui sert à recharger la carabine. Alors je ne savais pas s'il était fourni dans la boîte. Voilà. Parce que chaque système de rechargement est différent. Et là, voilà, en l'occurrence, il est fourni dans la boîte, tant mieux. Parce qu'il aurait pu ne pas l'être. Et comme dans les vidéos d'unboxing, ben, personne ne dit s'il est fourni ou non, on ne le fait voir. Donc moi, je vous fais voir qu'il y est. Il y a également, on ne le voit pas, mais 2 joints toriques supplémentaires. Voilà. C'est une pièce, si vous devez l'acheter sur Internet, vous allez la payer entre 10 et 25 euros selon le fournisseur, vous allez l'acheter. Bon.
Personnellement, je suis pour acheter ce genre de pièces d'origine, parce que j'ai eu certaines critiques où certains disent qu'après avoir acheté cette pièce, les joints toriques ne correspondent pas, il faut les changer. Donc si c'est pour payer 7 ou 8 euros un truc chinois et endommager votre carabine, je vois pas trop l'intérêt. À vous de voir. Alors, je vais pousser la valise. Alors, prise en main. Le plastique est très agréable. Alors c'est une arme de précision. La première chose qui marque un tireur, moi j'ai déjà commandé, c'est qu'il n'y a pas ici de grenadière, de vis de grenadière ou de rail Picatinny pour fixer un trépied. Alors certains, vous trouverez dans le commerce des fixations, des colliers qui viennent se fixer sur les tubes ou sur les bouteilles selon le modèle. Perso, je ne suis pas très fan d'exercer un effort sur le tube. Je trouve pas ça tip-top. Alors ce que je vais faire, moi je vous ferai voir, je placerai ici un rail Picatinny pour y fixer directement un trépied. Je trouve ça plus logique que de venir se fixer sur le tube. Voilà. Alors ici, donc c'est un filetage 1,5, voilà, pour y mettre un silencieux avec sa petite pièce. Donc il faut faire des essais de tir pour voir si c'est utile d'investir encore dans un silencieux qui va coûter au moins 100 ou 150 euros. Voilà. Alors ici on a un manomètre. Donc là elle est chargée et il vous la livre préchargée à peu près hein, à 120, 130 bars. Je pense qu'il ne faut pas que le réservoir soit à zéro. Et ici, donc elle est pourvue de cette pièce qui est un cache. Voilà. Donc qui permet, je vais vous faire voir de plus près. Voilà, chose que personne ne fait voir encore une fois. Hop là. Qui permet d'accéder donc ici au trou de chargement de l'arme. Vous introduisez la tige et là vous accédez au chargement. Quand vous avez fini, pour pas que des merdes rentrent dedans, vous tournez et c'est opaque. En plus, ça reste, hop là, relativement esthétique. Voilà. Alors, et vous avez également donc un second mano ici. Alors ceux qui sont plus spécialistes l'expliqueront sûrement mieux que moi, mais ceux qui ont déjà manié ce type d'arme, ce second mano sert à la pression du régulateur, ce qui permet d'avoir des tirs plus constants, plus réguliers et toujours avec la même puissance par rapport à des armes qui ne sont pas pourvues de régulateur, que vous allez payer moins cher mais qui n'ont pas de régulateur, où les tirs ne seront pas constants. Au départ, je pense que les tirs sont parfaits parce que l'arme est chargée, mais sans régulateur, dès que la pression commence à tomber, je pense que les tirs sont vraiment très aléatoires. Alors si vous tirez à faible distance, c'est pas gênant. Si vous tirez à longue distance, vous allez avoir un plomb qui va chuter plus vite, donc qui va vous obliger à réajuster votre tir en permanence. Voilà. Alors, ici, on a le bouton donc sécurité, fire ou safe. Voilà. Alors cette partie-là, mieux vaut ne pas y toucher si vous n'avez pas vraiment d'infos. C'est le réglage de la puissance de l'arme et du régulateur, je pense. Vous verrez sur certains tutos que sur d'autres modèles, certains augmentent la puissance en modifiant ici ce réglage. Pour ça, il vous faut quand même des appareils de mesure un petit peu et ne pas le faire à vue d'œil parce que ça pourrait être catastrophique. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin d'une puissance extrême? Je ne sais pas, je pense que 68 joules sur une arme comme ça, c'est déjà bien suffisant. Voilà. Le levier d'armement, donc ce qui m'a surtout intéressé sur ce modèle, c'est que le levier,
il est ici en avant, sur certains il est en arrière. Alors quand vous avez l'arme en joue et que vous voulez recharger avec le levier en arrière, c'est pas forcément pratique, c'est mieux de l'avoir plus en avant. Voilà, ici vous avez un appui-joue et là vous avez donc le réglage de la puissance, donc qui se fait ici. Hop, je vais vous faire un petit gros plan sur tout ça. Voilà. Donc là, vous réglez la puissance de la carabine. Alors ce qui est rigolo, c'est que ils mettent ici un réglage gradué et puis il n'y a aucune indication qui dit ben, le 1 il est où? Il est là, il est là, il est là, il est là. C'est bizarre. Bizarre. Bon. À vue d'œil, je dirais qu'elle est réglée sur 6. Là, je suis sur 7. Bon. À voir pendant le tir. Si cette partie correspond là, ça correspond forcément. Mais bon, ils auraient pu mettre une petite flèche pour indiquer que c'est bien là le réglage et de le mettre à ce niveau-là. Voilà. Donc on voit ici le mano. Cette partie-là qui est le régulateur ou le réservoir de régulateur. Alors on peut le changer, en mettre un plus gros. Bon, est-ce qu'il y a un intérêt? Je ne sais pas. Voilà. Donc ici, la marque Made in Suède, max 230 bars. Voilà. Au départ, je vous conseille de ne pas dépasser la pression indiquée par le constructeur. Après, si vous avez l'habitude, ferez ce que vous voudrez, mais bon, je pense que c'est pas utile. Le levier d'armement. Et donc, il y a un rail Picatinny pour placer une lunette. C'est pour ça que je vous dis pourquoi mettre un rail Picatinny ici et ne pas en mettre un ici. Ce qui serait quand même plus logique que de venir se fixer sur le tube, surtout que, comme toutes les armes, regardez bien ce qui se passe au bout. Voilà. Lors d'un tir, le canon doit rester libre. Je vais me remettre en place. Lors d'un tir, le canon doit rester libre. À partir du moment où vous le verrouillez, alors vous verrez sur certaines marques où ils vous vendent un collier, je ne sais plus quelle marque c'est, qui prend le tube d'air et le tube canon pour renforcer le tout, mais théoriquement sur les fusils de tir longue distance, le canon est totalement indépendant de la crosse de l'arme. Pour quelle raison? Parce qu'il faut que le canon puisse vibrer au moment du tir. Si vous le bloquez, à ce moment-là, il n'y a plus de vibration et c'est moins bon. Alors il est évident qu'une arme PCP ne vibre pas comme un calibre lourd avec une balle à poudre. C'est forcément évident, mais malgré tout, dans l'absolu, si ici le canon est libre, c'est qu'il y a une raison. Voilà, il est tenu uniquement donc sur ces parties-là. Vous voyez, par cette partie-là et cette partie-là, il est fixé ici, emboîté ici dans le boîtier. Donc, mettre un bipied ici, si ça fait remonter le tube et qu'il heurte le canon au moment du tir, moi je trouve pas ça au top et ça peut dérégler le tir et faire un tir moins précis que ce qui est prévu par le fabricant. D'où l'intérêt de placer un rail Picatinny ici ou une vis de grenadière pour y fixer un bipied à ce niveau-là. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je ne ferai pas d'essai de tir. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas affolé. J'ai d'abord acheté l'arme. Je vais redresser un petit peu la caméra. Donc, comme je vous disais, je ne peux pas faire d'essai de tir, tout simplement parce que je n'ai pas rien acheté d'autre que l'arme, c'est-à-dire que je n'ai pas de plomb, je n'ai pas de lunettes de visée et je n'ai pas de compresseur pour la gonfler, ni même de pompe à vélo, ce qui est hors de question parce qu'il semblerait que ça soit très sportif de gonfler une arme avec une pompe à vélo même haute pression. Donc ce qui m'importait, c'était d'acheter une arme avant que tout soit en rupture de stock, parce qu'il est évident que lorsque les modèles de gamme inférieure
sont tous vendus et qu'il n'y a plus rien, les gens passent au modèle supérieur et ainsi de suite jusqu'à ce que la totalité des stocks soit épuisée. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai d'abord acheté cette carabine. Lorsque j'aurai acquis la lunette, les fixations qui vont bien et tout, je vous ferai un petit essai de montage, donc je ferai une petite vidéo sur le montage de la lunette et éventuellement sur le réglage si j'y parviens. Alors si j'y parviens, bien sûr, je vais y parvenir. Ce que je veux dire, c'est que si je fais un réglage en stand, selon le monde qu'il y a, je ne peux pas filmer. Voilà, je vous l'ai déjà expliqué. Les gens aujourd'hui ne veulent plus apparaître sur les vidéos, donc même accidentellement. Donc vous ne pouvez pas les y obliger. C'est pour ça que je ne peux plus faire. Certains m'ont réclamé des vidéos sur les armes, mais j'ai bien expliqué que je ne pouvais plus en faire par rapport à ce fait-là et par rapport à la politique de YouTube où ça devient très compliqué maintenant. Donc si vous voulez, les gens en stand de tir, à partir du moment où vous sortez une caméra, déjà ça fait perdre du temps à tous les tireurs parce que vous mettez beaucoup plus de temps à tirer puisque vous filmez en même temps. Et ensuite, les gens ne veulent pas apparaître sur la caméra, donc ça pose problème. J'ai arrêté tout ça. Voilà. Donc une fois que j'aurai acquis tout ça, je vous ferai une démonstration. Moi-même, je suis novice en la matière, enfin novice sur ce type d'arme. Hein. Donc c'est pour ça que dans l'immédiat, je prends mon temps. Au niveau de la lunette, je vous l'expliquerai plus en détail. Mais certains pensent qu'il faut prendre des lunettes avec un fort grossissement. Mais moi, je ne trouve pas ça utile puisque c'est une arme qui ne va pas tirer à 500-600 mètres, 700 mètres. Vous allez tirer maximum à 100-150 mètres, vraiment dans le pire des cas, si vous avez une arme comme celle-là. Mais ça ne sert à rien donc à ce moment-là de prendre une lunette qui va grossir des centaines de fois. Il y a des insectes dans l'air. C'est totalement inutile. Voilà, donc si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai. Laissez-moi le temps quand même de démarrer tout ça, quoi, hein. Ça représente quand même un petit budget puisque cette arme coûte quand même la bagatelle de 1480 € approximativement. Donc vous comptez encore un budget pour un compresseur de 200 €, un budget pour une lunette de 300 ou 400 € pour avoir une lunette de qualité. Moi je vous conseille d'éviter les lunettes à 50 ou 60 balles et même à 150 balles, quoi, parce que franchement j'en ai eu acheté, ça a l'air bon les premiers jours, mais c'est rapidement de la merde, quoi. Donc voilà, une lunette, n'oubliez pas une chose, en fait une lunette sur un fusil, c'est la partie la plus importante. Le fusil, à partir du moment où vous allez tirer de manière fixe, il tirera toujours au même endroit. Même si le canon est tordu, il tirera toujours avec son canon tordu au même endroit. Par contre, si votre lunette n'est pas bonne et n'arrive pas à donner assez de précision au moment du tir, là vous aurez toujours un tir raté quoi qu'il arrive. C'est pour ça que le prix d'une lunette c'est très important. C'est un petit peu comme une voiture, hein. Vous pouvez mettre les meilleurs pneus que vous pouvez dessus. Si vous avez un moteur de merde, vous n'irez pas plus vite qu'une bagnole qui a un moteur de merde. Voilà. Donc à partir de là, la lunette étant très importante, j'ai décidé de prendre mon temps pour faire mon choix. Voilà, c'est pour ça que je ne me presse pas à ce niveau-là. Et je vous conseille d'en faire autant. Même sur des armes de tir à longue distance, hein. N'achetez pas la première lunette qui vient. Voilà. Allez. Sur ce, cette présentation est terminée. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci à tous.